On salue l'invité de la séquence interview, François Barouin, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est dans une logique finalement de séparation? S'il te plaît. Merci. Oui, en tout cas, on voit bien que personne ne veut appuyer définitivement sur le nucléaire, parce que le nucléaire, par principe, est à l'armée et à l'action militaire ce qu'une demande d'indépendance est à un État fédéral, c'est-à-dire que c'est fait pour ne pas être utilisé. Pourquoi vous dites nucléaire finalement? Parce que c'est du nucléaire, parce que la Catalogne, c'est un élément de richesse constitutif de l'unité espagnole, parce que la constitution espagnole elle-même fixe le cadre général du fonctionnement de provinces qui ont déjà une très large autonomie. Ça n'a rien à voir avec la France, ça n'a même rien à voir d'ailleurs avec les Länder allemands. C'est un État fédéral très 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 développé, ça pourrait se rapprocher presque d'une autonomie. Ils ont quand même, je vous rappelle, ils ont leur drapeau, je pense qu'ils ont une forme d'hymne, ils ont leur langue, ils ont une très large autonomie. Aller plus loin, ce que souhaite le président catalan, c'est évidemment provoquer la rupture. Or ça, c'est très menaçant. Parce qu'au fond, ça traduit, et c'est ça qui est préoccupant, moi je trouve, dans ce sujet, il y a deux éléments que je retiens depuis 15 jours. Un, la position très rigide du roi. Il est censé incarner la continuité de l'État, et il a épousé en réalité les contours de la position gouvernementale, donc c'est une vraie opposition, c'est le roi, continuité de l'État, stabilité de la Constitution, et un pouvoir central vis-à-vis d'un pouvoir territorial qui aspire à l'indépendance. Et le deuxième élément, c'est quand même une mobilisation de la jeunesse catalane qui vise à obtenir cette indépendance. Et ces forces centrifuges-là, on les a en Espagne, mais on les a un peu partout. Et donc l'enjeu dépasse très largement la relation Madrid-Barcelone. Enfin, un mot là-dessus, François Barouin, pas forcément sur les agriculteurs, mais sur les mécontentements qui semblent se généraliser un peu de façon catégorielle. Hier, c'était les fonctionnaires. Il y a eu aussi les protestations contre la loi travail. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler cette fronde des territoires. Ce matin, la Cour des comptes fait un rapport annuel sur les finances publiques locales et dit que la situation financière des collectivités territoriales s'améliore, même si elle reste fragile et très diverse au sein même de chaque catégorie de collectivité. Qu'est-ce qui caractériserait, de façon spécifique, cette grogne, on va dire, des territoires français, des communes et des départements? Notre constitution est une république décentralisée. Il y a une libre administration des collectivités territoriales. Ce que l'on attend du président de la République, c'est qu'il garantisse d'abord, parce que c'est son rôle, nos institutions, c'est-à-dire qu'il garantisse la décentralisation. Les communes, elles ne sont pas administrées par des fonctionnaires gérés de Bercy. Elles sont administrées, gérées, impulsées, coordonnées pour le développement d'un territoire, pour la mise en place de services publics de proximité par des élus. Nous sommes la nation, nous sommes des éléments de la nation. Et donc on n'est pas des corps intermédiaires, on n'est pas des lobbies, on n'est pas des empêcheurs de tourner en rond. Quand on parle de fonctionnement, c'est pas des petits fours autour d'une tasse ou d'une coupe de champagne, et puis ensuite pour imaginer un rond-point qui va finir dans un champ, tout ça, c'est du bidon, c'est du poujadisme, c'est du populisme, light, dur, tout ce que vous voulez. C'est pas la réalité. Quand on parle de fonctionnement, de dépenses de fonctionnement, quand on parle de dotation, on parle de services publics. On parle de crèches, on parle de clubs de personnes âgées, on parle de centre municipal d'action sociale, on parle d'aide aux plus fragiles, on parle de politique sportive. Est-ce que ça se dégrade encore, vous dites aujourd'hui? Il y a une grande dégradation parce que la France n'est pas une page blanche et l'histoire des relations entre l'État central et les collectivités locales n'est pas tendue uniquement depuis Emmanuel Macron. Je dirais même que, d'une certaine manière, il hérite d'une situation d'extrême tension puisqu'on a vécu 3 ans sous la présidence Hollande où, au fond, pour résumer, pour être dans le clou des fameux 3% vis-à-vis de Bruxelles, le président précédent a négocié avec Bruxelles une réforme censée faire des grandes économies. C'était les grandes régions. Et ça a été les dotations, moins 11 milliards, qui en vérité étaient moins 28 milliards. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on fait des services publics locaux. On porte 75% de l'investissement local. L'État national, l'État investit quasiment plus. Il y a très peu d'investissements privés. Donc tout ce qui se développe dans nos territoires sont les communes. Essentiellement les communes et les intercommunalités qui le font. Donc si vous coupez par le haut des dotations, c'est pas, on fait pas l'aumône. Hein. On n'est pas à la sortie d'une église ou de la messe pour demander un peu d'argent pour entretenir le patrimoine commun. Hein. On est dans l'argent que l'État doit aux collectivités à raison des impôts qu'il a supprimés. Donc si vous coupez ces dotations, qui est de l'argent qu'on nous doit pour financer des services publics, et que de l'autre, on vous supprime une taxe qui est une ressource propre, qui est la taxe d'habitation dont on dit que c'est populaire, mais on peut supprimer tous les impôts et ce sera encore plus populaire. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y aura comme service public? Qu'est-ce qu'il y aura comme fonctionnaire? Qu'est-ce qu'il y aura comme cohérence? Et le livre que je produis sur une histoire de France, des villes et des villages, on y viendra probablement, c'est l'idée que toutes les bonnes initiatives, toutes les mesures, c'est autour de l'appellation de la commune, c'est une fille de la Révolution française, c'est la petite patrie, et au lieu de tout recentraliser, il faut plutôt aller vers un acte 3 de la décentralisation. C'est un livre finalement où vous ne voulez pas rentrer dans le nouveau monde, François Barouin? Non, je pense que c'est surtout la préparation de l'ancien monde. La sociologie, vous savez, un politique, qu'il soit président de la République, un maire, il mène des politiques publiques, il n'est qu'un passeur, il est là de passage. Il mène des politiques publiques pour une population.
comment s'organise notre population dans notre pays. Vous avez plus de la moitié qui vit dans des communes de moins de 10 000 habitants. Vous avez plus de 36% de la population française qui vit dans des communes de moins de 2 500 habitants. Dire il y a trop de communes, on va mutualiser, on va organiser, on va gérer ça. Mais enfin, les gens, ils y vivent. Et quand ils entendent le discours il y a trop de communes, ça veut dire on est en trop. Et après, regardez les scores du Front National ou autres dans toutes ces partis qui représentent plus de la moitié de la population française. Donc ils ont besoin d'avoir une voix pour être entendus. Et les maires de France, toutes sensibilités confondues, gauche, droite, En Marche, centre, etc., on est là pour porter cette contradiction avec l'État. Bon, François Baroin, vous rappelez dans l'un de vos chapitres d'ailleurs que vous avez été journaliste dans une vie antérieure. Est-ce que vous avez une religion sur l'injonction d'objectivité ou... Oui, d'ailleurs, j'ai une petite nouvelle justement sur le patron des journalistes, sur Saint-François-de-Sales, du côté d'Annecy. Et oui. au fond, c'est là où vous parlez justement de votre engagement précédent. Est-ce que j'ai oui, pour moi, il n'y a rien de plus précieux que la liberté de la presse. Moi, c'est ma formation et c'est très important. Alors, voilà, il faut pour être un bon journaliste, je pense, une curiosité universelle, il faut s'intéresser à tout ce qui se passe au coin de la rue comme au bout du monde. Après, c'est les faits, c'est les tentatives d'explication, c'est les mises en perspective, c'est l'éditorialisation. Ça vous convient ce journal, par exemple ? Enfin, franchement, voilà, on est en démocratie, la liberté de la presse est extrêmement précieux et que Mélenchon veuille avoir une télé pour éventuellement donner des angles sur l'écologie, les femmes ou l'union de la gauche. Voilà, en tout cas, on saura en regardant cette télé ce que l'on a envie d'avoir, quoi. Enfin, je pense que, voilà. Enfin, si vous êtes de droite, vous allez peut-être lire Le Figaro, si vous êtes de gauche, vous allez peut-être regarder Libé. Enfin, ça a toujours existé aussi. Monsieur Baroin, comment on reconstruit ? Vous savez, enfin, j'ai déjà répondu à cette question. Moi, j'ai pris la décision au lendemain des législatives, dont j'ai été le chef de file avec les résultats qu'on sait, de tourner la page. Voilà, moi, je fais partie de la droite. J'ai fait partie de tous les combats de la droite depuis 25 ans. J'étais porte-parole de Chirac quand Nicolas Sarkozy était porte-parole de Balladur. Quand on a formé notre ticket pour la présidentielle, c'était un projet politique du rassemblement de ces deux droites que vous évoquiez, bonapartiste ou orléaniste, selon. Ça n'a pas marché. Il faut tirer les leçons. Moi, je veux parler de réinventer. La droite doit se réinventer, mais je dirais que tous les acteurs doivent se réinventer. Moi, je veux me réinventer, voilà. Donc, j'ai décidé de ne pas être candidat. Vous êtes quand même aux Républicains, toujours. Je resterai loyal et fidèle à ma famille politique, bien sûr. Les constructifs, mais c'est à mille lieues de... Voilà, j'ai démissionné du Sénat, je tire un trait sur 25 ans de vie parlementaire. Je veux faire entendre cette voix des territoires parce que je pense qu'elle est indispensable dans l'équilibre républicain et dans la cohésion sociale. Je veux plus me mêler de qui a dit ça, qui a fait ça, ce qu'il faut. Franchement, c'est à mille lieues. Mais quand même, vous faites un livre, vous faites encore de quelle est la visée politique de ce livre, qui est un livre d'histoire, effectivement, où chaque département a son heure, ses pages, si je puis dire, sur une histoire chronologiquement racontée. Quelle est la visée politique ? Il n'y a pas une visée politique, c'est d'abord une passion de l'histoire. C'est un travail sur 3 ans. J'ai la chance d'être le président des maires de France, où au fond on laisse au vestiaire justement ces engagements militants et on travaille avec des gens de gauche, de droite qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. Et lorsque vous discutez avec ces gens, j'ai rarement trouvé une telle intensité dans un regard humain et dans une expression vocale d'un maire qui vous dit voilà l'histoire de mon village, voilà comment je vois son avenir. Tout ça m'a passionné, c'est une passion de l'histoire et j'ai voulu raconter ces histoires qui montrent bien que la construction d'un pays dans sa souveraineté, dans son État, dans la constitution de sa nation, dans les problèmes que ça pose, souvent ce soit des personnages, ça peut être un fait divers qui a structuré de manière vigoureuse la société, il y a des choses très connues comme les bourgeois de Calais, comme le procès de Jeanne d'Arc, comme le massacre de Vassy, comme la bataille de Valmy, mais vous trouverez aussi des personnages, une empoisonneuse qui a tué père, mère, frère et sœur le jour même de la publication par Victor Hugo du Dernier jour du condamné. Enfin voilà, c'est ça la construction de notre pays. Donc c'est d'abord une passion et c'est un hommage à nos communes, c'est vrai. Alors Stéphane Robert, on revient à la politique peut-être, encore un mot. J'espère ne pas vous décevoir, non, mais je vous préviens. Vous dites que vous avez tourné la page, pour autant, il y a quelques mois quand même, vous défendiez un programme, le programme de François Fillon, qui prévoyait ce que vous dénonciez tout à l'heure, 20 milliards d'économies sur les dépenses, et 7,5 milliards d'euros de baisse de dotation. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le discours que vous tenez aujourd'hui ? Là, vous me parlez de la France d'avant. Le Fillon que vous évoquez, c'est le Fillon qui gagne la primaire. Moi, je soutenais Sarkozy. Et puis, c'est terminé. On a perdu. Voilà. J'ajoute que j'ai commis un livre pendant la campagne présidentielle où je marquais mes différences, d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets avec Fillon. Donc, j'ai pas épousé tous les contours de son projet, mais c'est derrière. Tout le monde s'en moque. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est président de la République. Il y a un gouvernement. Il y a des sujets à traiter. On les traite sur les propositions actuelles du gouvernement. Si la droite veut avoir un avenir par ses leaders que les militants définiront, il faut se libérer de cette présidentielle. Il ne doit plus y avoir de caste, d'écurie ou autre. Il faut tout réinventer. Et réinventer en fonction aussi de la manière dont notre pays va évoluer sous les propositions réformatrices de l'actuel président de la République. Et donc, M. Wauquiez ferait l'affaire selon vous ? Je ne prendrai aucun engagement. Je ne suis pas candidat. Je ne vais pas donner de leçons. Chacun fera ce qu'il voudra. Vous êtes candidat à votre réélection ?
à la tête de Alors, l'Association en des maires de revanche, France? voilà, j'ai démissionné du Sénat, j'ai quitté la vie parlementaire, je développe mes activités d'avocat parce que c'est une passion. J'écoutais d'ailleurs avec intérêt la réponse de la justice sur la problématique des faits de violence contre les policiers. Je garde ma mairie de Troyes parce que c'est une passion et je suis candidat à ma succession à la présidence des maires de France pour un mandat de 3 ans où nous rassemblons tout le monde dans une liste d'instances qui représenteront les gens de gauche, de droite, mais aussi des représentants d'En Marche. Et donc l'expression qui sera la mienne sera celle de tous les territoires de France. Et vous continuez à vous intéresser à l'histoire aussi. Absolument. L'histoire Mais comme vous, à de France France. Culture, et c'était une joie de vous écouter Voilà. pour être là. C'est un honneur d'être invité. Merci d'être venu jusque-là. Une histoire de France donc par les villages, par les villes et les villages, donc chez Albin Michel. Merci François Barouin. Merci à vous.